Située en Côte d'Or, la Grande Forge de Buffon est classée monument historique et tient son nom de son créateur, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, né en 1707. Celui-ci était destiné au départ à faire carrière dans le droit, selon les souhaits de ses parents qui l'envoyèrent étudier à Dijon. Mais à la disparition de ces derniers, Georges-Louis Leclerc opta pour sa vraie passion, les mathématiques. Mais c'est dans un tout autre registre qu'il laissa son nom dans l'histoire, les sciences naturelles. En effet, il se voit nommé intendant du Jardin du Roi au Muséum d'histoire naturelle et rédige la monumentale encyclopédie de 36 volumes sur l'histoire naturelle concernant les animaux, les végétaux et les minéraux. Il sera pour son œuvre magistrale nommé académicien et son œuvre influencera entre autres des gens comme Charles Darwin. À Paris, il devint même proche de Voltaire, Montesquieu et Marivaux. C'est suite à la demande du roi concernant une étude sur la fusion et le traitement du minerai de fer que Georges-Louis Leclerc décida de créer sa propre forge en 1768, à Buffon justement, en Côte d'Or, où il était comte. Les travaux de construction, mais aussi la dérivation du cours d'eau nécessaire à la forge se feront à la main, grâce à la main-d'œuvre environnante. Il faudra bien sûr construire un bâtiment pour stocker le charbon de bois, et un second pour le minerai de fer, et subir les contraintes climatiques qui feront que la forge ne pourra produire toute l'année, l'eau étant moins abondante l'été du fait de la chaleur, et l'hiver du fait du gel. D'immenses roues à aubes en bois tournaient au gré du cours d'eau pour actionner les soufflets en bois, permettant de faire monter la fusion aux 1200 degrés nécessaires. Le liquide incandescent pouvait ensuite se répandre dans un moule de sable, à même le sol, pour créer l'objet souhaité. L'aménagement même du bâtiment principal, le haut fourneau, mais aussi de l'ensemble des lieux est une petite révolution en soi. Il crée de petites terrasses surélevées pour pouvoir assister à la fonte sous forme de barres de 5 mètres, mais réunit aussi un immense complexe de bâtiments afin de faciliter la vie de chacun, avec ses propres appartements, bien sûr, mais aussi des appartements pour le régisseur et les ouvriers, une orangerie, un pigeonnier, une boulangerie, un potager et une chapelle pour les ouvriers, et bien sûr l'ensemble des magasins de matières premières. Le travail, bien que facilité grâce à la configuration des lieux, était difficile. On prenait le charbon de bois dans une halle de stockage et le minerai de fer dans une autre, conversé avec des paniers par le haut du fourneau sous l'œil du régisseur. Les roues à aubes, sous l'effet de l'eau du ruisseau, entraînaient les soufflets permettant de monter à haute température. Le minerai fondait alors sous l'effet de la chaleur et venait se déverser dans des moules de sable. Les barres ainsi créées étaient nommées gueuses. Elles pouvaient atteindre jusqu'à 1 tonne. Elles étaient ensuite décarburées dans la forge d'affinerie, puis transformées en barres semi-finies dans la fonderie. À la mort du comte de Buffon en 1788, la forge fut vendue à une famille, encore aujourd'hui propriétaire des lieux, qui les convertirent en cimenterie. Mais suite à un grand incendie en 1923, l'activité industrielle fut définitivement abandonnée. Aujourd'hui, et ce depuis 1978, on peut visiter les lieux et redécouvrir ce lieu si innovant pour l'époque. En effet, pour la première fois, on avait le haut fourneau, la finerie et la fonderie en un seul endroit, pour une meilleure optimisation. Et rien que le fait que les ouvriers et les maîtres avec leurs familles vivaient ensemble était déjà une petite révolution en soi.